micro, toi. Ouais. Ouais. Bonjour, est-ce que vous nous entendez? Si vous pouvez nous mettre dans les questions, si vous pouvez nous dire que vous avez... Oui, très bien, les petits pouces, c'est super. Bonjour à tous. Bonjour. Alors, je fais toujours la petite intro. Alors, on va commencer à 14h03 comme d'habitude. On attend les retardataires, c'est ça, Nicolas? Oui, 3 minutes de retardateur. Je mets mon téléphone en off. Alors, 14h03, on attaque. Petite présentation. Et après, next stage. Et bonjour Christian. Je vois. Bonjour. Et 2 minutes pour les retardataires, on attaque. Une minute, on attaque. Alors, je vois qu'on a déjà une première question. Je propose peut-être on y répondra à la fin. Oui, on va. J'essaie de noter les questions au fur et à mesure. Et si elles sont à propos par rapport à ce que tu dis, je les pose. Et puis sinon, on essaie de les prendre, de répondre à la fin. Très bien. Mais n'hésitez pas, c'est une excellente. Posez vos questions pour rendre vivant le webinaire, c'est une bonne chose. Alors, on va attaquer. Bonjour, dans votre épargne mérite toujours plus. Je me présente Nicolas Bazinet, je suis le directeur du développement du service épargne. Nous accompagnons les clients sur des stratégies de placement, d'épargne et d'optimisation fiscale. Nous allons aborder aujourd'hui le placement dans le private equity au sein de contrats d'assurance vie, au sein d'un contrat d'assurance vie et PER aussi. Pour cela, nous sommes ravis de recevoir Jonathan Moudin, qui est directeur des partenariats chez NextStage. Bonjour Jonathan. Bonjour. Tout d'abord, je vais vous faire un petit rappel sur Bourse Direct. Bourse Direct est agréé par la CPR et supervisé par l'AMF. Bourse Direct est un prestataire de services en investissement. Nous faisons de la RTO pour la réception, transmission d'ordre pour nos clients et l'exécution d'ordre pour le compte de tiers. Nous sommes conservateurs, dépositaires et teneurs de compte pour les comptes titres PEA, PEA, PME de nos clients. Bourse Direct est aussi COA, courtier en opération d'assurance immatriculé à l'ORIAS. Cela nous permet de vous proposer des contrats d'assurance vie, des plans d'épargne retraite, comme les contrats d'assurance vie dédiés que nous avons avec Generali et Apicil, BD Vie et BD Horizon. Bourse Direct est aussi conseil en investissement, ce qui nous permet de vous proposer d'autres produits, de vous accompagner dans le conseil. Nous allons aborder les points généraux et chaque
investisseur doit tenir compte de sa situation personnelle et ne pas avoir ne pas avoir ni la performance passée pour unique motivation de souscription. Il faut toujours bien comprendre le produit, les avantages et les risques. On va essayer de vous expliquer ici lors du webinaire. Donc, bien entendu, au-delà des définitions avantages et risques, il faut bien comprendre que ce webinaire a un caractère promotionnel. Vous présentez des produits pour que vous souscriviez chez nous. Il faut toujours se référencer au statut, prospectus et 10 avant de prendre une décision finale d'investissement. Quatrièmement, pour toujours tenir compte des performances passées, que les performances passées ne préjugent en rien des performances à venir. Et pour finir, nous allons vous faire une présentation de notre mieux pour vous présenter un contenu clair, exact et non trompeur. Donc pendant toute la durée du webinaire, n'hésitez pas à nous poser les questions au travers en bas à droite, vous avez questions. Et si elles sont à propos, ce que je disais tout à l'heure, si elles sont à propos, on les posera, j'interromprai Jonathan Boudin et Jean. Moi, c'est Jonathan, ouais, tout à fait. Il n'y a pas de sujet. Du grand Nicolas. Et je t'interromprai et si elles sont à propos par rapport à ce que tu dis, sinon je les poserai à la fin et on reviendra dessus. Donc bonjour, est-ce que donc je te laisse partir sur. Oui, bien sûr. Bah, écoute, merci beaucoup Nicolas pour cette introduction. Ravi d'être parmi vous ce matin. Jonathan Boudin, du coup, et pas Jean-Baptiste. J'ai le plaisir de travailler chez Nextage AM depuis maintenant 5 ans. On est une société de gestion spécialiste en private equity et sur le segment sur le segment du capital développement. Vous le verrez, nous on adresse une typologie de sociétés non cotées en bourse qui est un peu particulière. En tout cas, ce sont des sociétés non cotées rentables. Voilà. Quand on entend private equity, on peut penser à des startups. Donc c'est pas du tout l'objet de notre expertise. Ici, on va parler d'entreprises rentables et j'ai bon espoir que vous en connaissiez quelques-unes qui sont dans le portefeuille que je vais vous présenter. On va parler de la première UC de private equity, celle qui a été lancée en 2016, à l'époque avec le ministre de l'économie et des finances qui était Emmanuel Macron, celle qui dispose du plus grand track record et c'est celle qui fait les meilleures performances en 2022 et en 2023. Elle présente bien entendu des risques qu'on saura vous présenter juste après, mais je reste convaincu du potentiel à venir de celle-ci et je vais essayer de vous partager mon enthousiasme. Alors, avant de parler de l'UC, peut-être rapidement un mot sur Nextage AM. Comme je vous le disais, on a vocation à accompagner les entreprises françaises rentables, ce qui présente du coup un couple performance-risque c'est-à-dire spécifique. On fait ce métier depuis plus de 20 ans. Aujourd'hui, on a des participations, donc des PME et ETI dans toute la France. Et ça, grâce au soutien et à la confiance de plus de 35 000 investisseurs individuels qui ont su investir des montants allant de 1 000 € jusqu'à plusieurs millions d'euros pour certains. Notre ambition, c'est donc de sélectionner des PME, des ETI et françaises et de les faire émerger, de leur permettre de se développer à l'échelle de l'Europe et puis par la suite à l'échelle du monde. Et on nourrit une relation vraiment de proximité avec les entrepreneurs qu'on sélectionne. À l'image de la photo que vous pouvez voir ici, on a le plaisir vraiment d'être très proche de ces entrepreneurs, d'être au cœur du déploiement de la stratégie qu'ils peuvent nous présenter en amont de notre investissement. Et c'est quelque chose d'extrêmement stimulant. En tout cas, c'est pour ça que j'adore mon métier. On fait donc ce métier depuis plus de 20 ans. Aujourd'hui, on se définit comme une plateforme. Aujourd'hui, je vais vous parler de private equity, mais dans l'absolu, on peut aussi faire d'autres choses avec Nextage. On peut faire du produit structuré, on peut faire de l'immobilier au travers de participation de notre portefeuille. Donc, une plateforme de 8 milliards d'euros d'actifs sous gestion et conseillés. Sur le private equity, c'est plus de 1 milliard d'euros qui ont été levés. On est indépendant, même si on a une société de gestion à notre capital et pas des moindres, puisque c'est le premier asset manager européen à Amundi. Mais reste que la société est quand même détenue dans sa grande majorité par ses associés et ses collaborateurs, qui sont tous inscrits au capital de la société de gestion. Donc là, vous avez effectivement sur la droite de la slide les deux cofondateurs. Ce sont deux entrepreneurs en fait de l'Internet
qui se sont associés dans la perspective d'accompagner en 2002 les entreprises françaises dans leur développement. Et aujourd'hui, ils sont épaulés par toute une équipe d'investisseurs qui ont pu avoir des métiers, qui ont pu effectivement avoir des fonctions, notamment dans des boutiques M&A, et qui ont à charge de sélectionner et d'accompagner les entrepreneurs de notre portefeuille. Moi, j'ai le plaisir d'évoluer, notamment dans l'équipe qui est dirigée par un certain Pascal Massios, qui n'est autre que l'ancien directeur général de EY, Ernst & Young, pour l'Europe, le Moyen-Orient et l'Afrique. Et typiquement, on peut avoir ce type de profil en fait au sein de notre société qui dispose d'un réseau très important et qui vont dans les participations, dans nos PME ETI sélectionnés pour les accompagner sur des axes de développement comme l'international. Et j'y reviendrai juste après. Voilà. Ce qu'il faut comprendre, c'est que grâce au soutien de nos investisseurs, on arrive à effectivement investir dans 5 à 10 sociétés à terme par an. Il n'empêche qu'on reçoit 300 à 400 opportunités d'investissement chaque année, et ça, on le reçoit effectivement de par le réseau d'entrepreneurs qu'on a réussi à se constituer. On les reçoit aussi grâce à nos investisseurs qui peuvent nous faire remonter des dossiers d'investissement. Et si parmi vous, certains sont entrepreneurs, si vous avez peut-être une belle PME rentable et que vous cherchez à aller plus loin, eh bien, au grand plaisir effectivement de pouvoir travailler ensemble et de pouvoir étudier votre dossier. Voilà, on a vraiment à cœur d'avancer dans ce sens et de pouvoir permettre à des entrepreneurs français d'aller plus loin. Un petit mot rapide sur l'ESG parce que vous savez, c'est au cœur de tous les sujets. Tout le monde s'intéresse effectivement à la chose et il est important et nous, il est essentiel effectivement que notre travail prenne en compte ces considérations et soit positif pour le E, pour le S et pour le G, l'environnement, le social et la gouvernance des entreprises de notre portefeuille. À ce sujet, on a une équipe qui est toute dédiée chez NextEdge AM. Et au-delà de simplement en fait faire du reporting, on va vraiment accompagner les sociétés dans un parcours de décarbonation. J'entends par exemple, on a le plaisir d'avoir un portefeuille peut-être le plus beau studio d'effets spéciaux en France, un mathématique studio pour ceux qui sont initiés à l'industrie. Et typiquement, on va chercher à décarboner les serveurs, savoir qu'est-ce qu'on fait en fait de cette chaleur qui peut être produite en fait par ces machines de calcul. Et donc, c'est une équipe dédiée chez NextEdge qui va justement mettre la main à la pâte. Vraiment, on va être assez opérationnel là-dessus. Je vous ai pris un exemple, mais dans l'absolu, on a plus de 90 sociétés en portefeuille et j'en aurai plein d'autres à vous partager. Donc voilà, au-delà de simplement produire du reporting, vraiment aller un peu plus loin et savoir comment potentiellement on va pouvoir réutiliser la chaleur pour, je sais pas moi, mettons chauffer une piscine municipale qui se situerait à côté en fait du centre de serveur. Vous voyez, on peut développer aussi de nouvelles axes de développement si on réfléchit un peu et qu'on se pose autour de la table. C'est vraiment toute l'idée et toute notre ambition quand on parle d'ESG chez NextEdge. Rapidement, donc on accompagne nos entrepreneurs sur la partie ESG. Vous entendez bien qu'on les accompagne aussi sur plein d'autres sujets, plein d'autres axes de développement. Et je pense notamment aux croissances externes. Aujourd'hui, un entrepreneur qui vient nous voir et qui chercherait à diversifier ses activités, on est en capacité en fait de lui proposer une stratégie ou de moins de l'aider à déployer une stratégie de croissance externe, build-up, comme on dit dans le métier. Et pour certaines participations, effectivement, qui s'inscrivent dans cette dynamique, on peut identifier, aider à la négociation et à l'intégration du coup de ces organisations qui vont rejoindre le groupe. Pour un Vulcain, par exemple, qui est un acteur qu'on a pu accompagner par le passé, on avait quand même réalisé plus de 22 opérations de ce type avec l'entrepreneur, ce qui avait permis à terme de créer un des plus grands groupes en fait de prévention incendie en France. Et là, peut-être je fais un aparté, mais vous voyez, je vous ai parlé d'effets spéciaux, je vous parle de prévention incendie, vous le verrez, on a vraiment des entrepreneurs avec des métiers très différents dans le portefeuille, ce qui amène une forme de diversification que je trouve assez pertinente. Je vous ai parlé de croissance externe. Sur l'international aussi, on a des belles PME en portefeuille qui ont des ambitions à l'international, en Europe et puis pour certaines aux États-Unis ou en Asie. Donc, on va les accompagner dans ce sens. On va leur trouver, on peut aller jusqu'à leur trouver des clients. Typiquement, j'ai en tête une participation pour laquelle on est allé chercher un Oracle jusqu'aux États-Unis et qui est maintenant des gros clients de la PME en question qui œuvre dans l'intelligence artificielle.
Donc, vous voyez un peu ici les différents axes de développement, enfin d'accompagnement, qui peuvent être effectivement, qui font l'objet effectivement d'un suivi ou d'une démarche par nos équipes d'investissement. Et à droite, ben, vous avez quelques illustrations. Quand tout se passe bien, quand on arrive à bien accompagner les sociétés dans notre portefeuille, et ben, ça se traduit par des chiffres. Et donc, on a le plaisir de voir ces PME grandir, réaliser plus de chiffres d'affaires et créer des emplois. On a la prétention d'être un acteur de la création d'emplois. Et je pense que tous nos investisseurs aussi peuvent se vanter d'une certaine manière d'être acteurs de la création d'emplois. Je trouve que c'est important. On a le plaisir d'avoir plusieurs événements dans l'année. Pour nos grands investisseurs privés, on aura le plaisir de vous inviter effectivement à ces rencontres qui permettent de vous mettre en relation avec les entrepreneurs du portefeuille. Je suis vraiment désolé. J'ai peut-être un débit assez. On me le dit souvent, je suis navré. Alors, sur les abréviations. Abréviation, il n'y en a pas eu tant que ça. On a une petite remarque d'une personne qui parle du Jonathan, qui parle un peu vite. Et les abréviations, je n'avais pas trop vu. Souvent, je les reprends, les abréviations. Donc, ça enchaîne. Oui, bien sûr. Non, mais navré, effectivement, je peux avoir un débit assez important. Je vais essayer de me poser davantage. Ce que j'expliquais, c'est qu'on est vraiment au cœur de la stratégie et du déploiement de la stratégie des entrepreneurs qu'on accompagne et que on a l'ambition de fournir des services à leur destination qui sont du coup listés sur la slide que vous voyez juste ici. Pour nos investisseurs, nos grands investisseurs privés, on aura le plaisir de vous convier à des événements qui ont lieu plusieurs fois par an et c'est l'opportunité de rencontrer les entrepreneurs qui peuvent être sélectionnés par nos équipes. On trouve ça extrêmement sain que de permettre à cet écosystème qu'on crée au jour le jour d'une certaine manière de se rencontrer et de co-créer les futurs champions français. Sur les performances, un petit mot pour vous dire que la société de gestion continue à s'améliorer et que typiquement depuis 2009, on a un track record qui est un track record pour effectivement si c'est l'objet d'une abréviation, c'est l'historique de performance réalisé par la société de gestion. Depuis 2009, en moyenne, on a réussi à faire x1,9 sur nos investissements. Et depuis 2020 et le Covid, on arrive à faire x2,78. Et ce que j'essaie d'illustrer, c'est effectivement le fait qu'on a l'ambition de s'améliorer et d'aller toujours plus vite, toujours plus loin et de réussir à délivrer à nos investisseurs des performances qui soient toujours plus significatives, même si on ne saurait garantir celle-ci et que chaque solution que nous proposons présente un risque de perte en capital. Bien, bravo. Je sais. Souvent, les clients là-dessus, sur les chiffres qui sont annoncés, comprennent pas bien entre la performance réelle qu'ils ont. Alors, je parle plutôt sur des FCPI ou des véhicules de type FCPR. C'est que c'est le TRI sur les entreprises et non pas sur le cash. Oui, tout à fait. Effectivement, il peut y avoir la trésorerie et puis c'est à l'échelle de la société de gestion également. C'est-à-dire qu'on parle de FIP, FCPI, mais vous le verrez, Nextage aujourd'hui gère d'autres fonds. Oui, et donc, c'est les fonds institutionnels ou ce qui sont appelés par appel de marge. Et donc, il y a des appels de marge qui correspondent à l'investissement réel dans l'entreprise. Et pendant ce temps-là, on travaille sur le cash ne travaille pas. Et donc, c'est pour ça qu'on parle de TRI sur l'entreprise et non pas sur le cash qui ne travaille pas. Voilà, le TRI, effectivement, c'est une performance annualisée, mais qui tient en compte, en fait, les différentes rentrées et sorties d'argent. C'est vraiment, on va dire, la statistique suivie aujourd'hui par les acteurs du private equity. Je vous passe la liste des partenaires, mais sachez qu'aujourd'hui, on a réussi à développer un réseau et on est présent chez tous les grands assureurs et on a le plaisir de travailler avec des institutions financières de renom. On a une gamme qui est assez complète.
des FCPI que vous connaissez peut-être, jusqu'à Next Stage Croissance. Aujourd'hui, effectivement, on est en capacité de proposer des solutions d'investissement à partir de 1 000 € et des solutions accessibles à partir de 100 000 €, voilà, en fonction des différentes typologies d'investisseurs privés qui peuvent nous solliciter. Chose intéressante, c'est que toujours dans l'univers des sociétés, enfin, des PME et ETI rentables, de gauche à droite, on va adresser des sociétés qui sont toujours plus matures, à l'image des quelques statistiques que vous pouvez voir en dessous des visuels. Le FCPI va adresser typiquement les sociétés rentables les moins matures, quand Next Stage Croissance, que je vais vous présenter juste après, adresse les sociétés les plus matures de notre portefeuille. Toujours dans l'univers des sociétés rentables. Et c'est maintenant alors on va rentrer du coup dans le cœur du sujet. Alors, avant peut-être une petite introduction parce que vous n'êtes peut-être pas tous très, on va dire, vous n'avez peut-être pas investi en private equity par le passé. Et il me semble important de vous parler d'une chose, c'est que effectivement on a évoqué le terme institutionnel. Et c'est vrai qu'historiquement, la classe d'actifs, le private equity et l'investissement dans les entreprises non cotées étaient quand même réservés à des investisseurs dits institutionnels ou professionnels. Et donc, on a ces solutions d'investissement accessibles à partir d'1 million € ou plus que les professionnels de l'industrie connaissent bien. Et aujourd'hui, on voit se développer une typologie de produits qu'on appelle les feeders ou fonds nourriciers. Et alors, pourquoi je vous parle de ça? Parce que typiquement, c'est l'objet en fait de la solution que je vais vous proposer, ou dont je vais vous parler. À savoir que ces fonds nourriciers ont vocation de vous permettre d'investir dans des solutions qui initialement auraient été accessibles à partir de 1 million € ou plus. L'idée étant qu'on a un fonds qui n'a que pour objet d'investir dans ce fonds institutionnel réservé à des grands investisseurs. Et ce fonds, donc, qui n'a pour objet que d'investir dans ce fonds professionnel, lui, présente des conditions d'entrée qui sont plus favorables ou du moins plus accessibles que le fonds professionnel qui, lui, a quand même où on a ici une barrière à l'entrée qui peut être importante. Donc, voilà, c'est une notion qui est quand même très importante. Aujourd'hui, c'est vraiment ce sur quoi travaille l'ensemble de l'industrie, vous permettre de rentrer sur des solutions historiquement inaccessibles pour vous comme pour moi. Et donc, c'est pour ça qu'avant de vous parler de Next Stage Croissance, je vais vous parler de Next Stage Evergreen, notre fonds professionnel. Et ensuite, je vous parlerai de Next Stage Croissance, cette solution qui investit dans Next Stage Evergreen et qui est accessible chez certains assureurs à partir de 1 000 €. Next Stage Evergreen, c'est un fonds d'investissement qui fait 270 millions €, où on retrouve 18 PME et ETI françaises rentables qui font en moyenne 45 millions € de chiffre d'affaires. On a 17 sociétés qui sont françaises et on en a une qui est luxembourgeoise. Comme vous pouvez le voir à droite, en fait, Next Stage Evergreen a été investi par des grands investisseurs institutionnels, et je pense à des AXA, Amundi, BPI et autres, à des grands entrepreneurs, family office et investisseurs privés. Je pense notamment à la famille Bettencourt ou Pinault. Et on a Next Stage Croissance qui représente 17% aujourd'hui de Next Stage Evergreen. Donc, et qui permet aujourd'hui à des milliers de particuliers d'être investis sur ce même portefeuille de PME et d'ETI. Dans l'absolu, c'est le vaisseau amiral, je vais dire, de Next Stage AM. C'est notre fonds le plus important à date. C'est un fonds Evergreen. Et alors là aussi, il va falloir peut-être un peu détailler. Historiquement, la classe d'actifs, si vous voulez, est organisée de la sorte que vous avez des fonds d'investissement qui font 10 ans. Si vous avez investi dans un FCPI, vous connaissez bien la mécanique. Vous investissez, on sélectionne des PME, on vend nos PME et ensuite vous voyez distribuer au fil de l'eau, du coup, les liquidités du fonds, le cash présent sur le fonds. Le fonds ensuite est liquidé complètement et on passe à un autre fonds. Là, on parle de millésime. Exactement, on parle de millésime. Là, Next Stage Evergreen, c'est différent. C'est un fonds qui est à 99 ans de durée de vie et qui s'apparente beaucoup plus à une forme d'OPCVM coté, comme vous pourriez l'investir dans votre PEA ou
j'ai même peut-être un ETF. Vous voyez, c'est du private equity liquide. Et donc, c'est fondamentalement différent en fait de ce que vous pouvez connaître sur le marché. Et c'est ce que les pouvoirs publics ont aussi envie de mettre en place au travers des PER et des contrats d'assurance vie. Et dernièrement, on voit tous les contrats d'assurance vie qui se voient dotés d'investissements possibles dans le private equity et dans aussi les fonds green, enfin verts. Exactement. ESG. Donc, l'avantage, effectivement, pour l'épargnant, c'est déjà de pouvoir rentrer sur un portefeuille qui est connu. C'est-à-dire que si on était sur un format classique de fonds, on aurait levé de l'argent et vous auriez été investi, vous n'auriez pas eu de visibilité sur les sociétés en portefeuille, puisque c'est comme la poule et l'œuf. Il nous faut de l'argent pour investir dans des PME. Et là, en fait, ce private equity liquide vous permet d'avoir de la visibilité sur les PME qu'on a déjà sélectionnées. Ça présente un autre avantage pour l'épargnant, c'est que vous allez pouvoir, dans l'absolu, rentrer et sortir avant les 10 ans d'un fonds private equity classique. Dans l'absolu, on pourrait imaginer rentrer et sortir à 15 jours sur ce fonds, dans la mesure où la valorisation est bimensuelle. Maintenant, ce n'est pas ce qui est recommandé par le DC. Et effectivement, je ne pourrais vous recommander du coup d'être investi à 15 jours sur ce type de solution. On ne fait pas du trading là-dessus. L'idée étant d'être investi, je pense, au moins 5 ans sur ce type de solution. Il y a des pénalités Avant 5 ans, vous avez typiquement une pénalité de sortie qui est de 5%. Mais ça présente quand même l'intérêt que demain, si vous avez besoin de vos liquidités, pour une raison ou pour une autre, vous êtes sur une solution private equity où vous allez pouvoir prétendre aux performances du private equity, même si on ne va pas pouvoir vous les garantir, bien entendu. Mais vous allez pouvoir débloquer votre argent et ça a quand même de l'intérêt. Voilà. Dernier peut-être aussi avantage, c'est que historiquement, le private equity fonctionne de la sorte, c'est-à-dire que vous avez l'effet Courbangy. Alors, ça veut dire quoi l'effet Courbangy? C'est que la valorisation d'un fonds va baisser parce qu'en fait, le temps de sélectionner les sociétés en portefeuille, le fonds, lui, prélève des frais. Donc, vous avez la valorisation qui baisse avant de remonter. Ça dessine un J. Voilà. Donc, ça, c'est un peu la courbe classique d'un fonds de private equity. Sur ce type de solution, quand le portefeuille est suffisamment mature, vous allez pouvoir espérer rentrer dans la phase de création de valeur. Donc, on peut faire, alors j'aime pas le terme et je vais peut-être me faire gronder par Nicolas, mais on peut faire du market timing, ou presque. On peut rentrer, en tout cas, sur un portefeuille mature où va y avoir du mouvement et rentrer sur cette phase de création de valeur quand un portefeuille est déjà constitué et du coup, espérer potentiellement voir sa part revalorisée dans le bon sens sur des horizons de temps qui sont plus courts que sur des fonds private equity classiques. Là, je pense que ça doit être un peu le cas parce que souvent les chiffres du 31 décembre vont être au hasard. Au hasard. Et vous le verrez effectivement. Donc là, maintenant, j'ai passé à Next Stage Croissance. J'en ai parlé, on est référencé un peu partout, notamment chez Apicil et chez Generali. Et donc voilà la courbe de Next Stage Croissance. Alors typiquement, je vous parlais de Courbangy. Nous, on estime aujourd'hui avoir passé le creux sur ce fonds. On n'est pas à l'abri effectivement d'avoir de mauvaises surprises sur le portefeuille que je vous présenterai juste après. Mais aujourd'hui, on estime être dans une phase de création de valeur qui nous a permis l'année dernière de faire plus 15%, l'année d'avant de faire plus 15%. Et sur les 3 ans, c'est 36% en fait de performances qui ont pu être réalisées. Et sur la courbe, on a aussi quand même eu des mauvaises nouvelles sur le Covid. Ah, définitivement, oui. Vous le verrez, le portefeuille était malheureusement quand même bien exposé à la thématique tourisme et sport. Et il était essentiel, si vous voulez, d'être prudent quant aux valorisations de ces PME ETI dans un contexte de crise sanitaire où on ne savait pas où on allait. Donc, il n'empêche que dans le portefeuille que je vais vous présenter, on a quelques stars qui connaissent un développement qui est très important et effectivement qui ont su réaliser des chiffres d'affaires historiques en 2023. À ce stade, n'ont pas été intégrés, parce que c'est normal aussi, à la valorisation, la performance qui aurait pu être réalisée par certaines participations au 31 décembre 2023. Au 23 janvier, si vous voulez, on est sur les sociétés non cotées, il faut qu'elles publient leurs chiffres. Ça peut présenter une opportunité à court terme.
Je vais vous montrer tout de suite le portefeuille. Comme ça, vous verrez de quoi on parle. Alors, dans ce portefeuille, il y a quelques participations que j'apprécie moi tout particulièrement. On rentre à la valorisation connue. Tout à fait. On rentre pas à la valorisation inconnue. Donc à la valorisation actuelle. Adopt Parfum, typiquement, que vous connaissez peut-être aujourd'hui, ils ont près de 300 magasins en France. À l'époque, c'était une petite société qui faisait une trentaine de millions d'euros de chiffre d'affaires. En 2023, ça devient le premier acteur du parfum en France en nombre de flacons vendus, avec plus de 100 millions d'euros de chiffre d'affaires. C'est aussi le partenaire, on va dire, sponsor premium de Miss France. Et ils viennent disrupter ce marché du parfum et avec des produits de grande qualité. Il faut comprendre que l'industrie du parfum, c'est assez intéressant. En fait, vous avez, et c'est valable pour toutes les grandes maisons, vous avez 3-4 fournisseurs en fait pour l'ensemble des acteurs du parfum. C'est-à-dire que ce n'est pas, c'est pas Kenzo qui fait en fait son jus, comme on dit dans l'industrie. Vous avez quelques acteurs qui en fait produisent ces jus pour l'ensemble de l'industrie. Et typiquement, Adopt en fait a les mêmes fournisseurs que toutes les grandes maisons. Pour autant, ils sont pas du tout en fait sur le même business model. Ils sont sur un business model de volume et sur des petits formats, ce qui permet aujourd'hui d'adresser du coup au marché français un parfum autour de 10 euros et un parfum made in France de très grande qualité. On a réussi à conquérir le marché français. Aujourd'hui, on a l'ambition en fait d'aller à l'international et d'y aller fort. On a notamment réinvesti dans la société l'année dernière pour développer une nouvelle usine et on va être en capacité de produire énormément de parfums dans la perspective de devenir un des acteurs, un des grands acteurs mondiaux. C'est notre ambition. Vous avez Arcos, les salles d'escalade. Pour ceux qui, aujourd'hui ils sont partout en France. Moi j'ai le plaisir de venir de Nice. Ils ont ouvert notamment une salle à côté de Lingostière pour ceux qui connaissent. Donc n'hésitez pas. C'est un concept en fait où vous avez à la fois un restaurant, une brasserie et des murs d'escalade. Vous en avez à Nation pour ceux qui ont le plaisir d'être sur Paris en ce moment avec le temps qu'on a. C'est une société qui connaît un très beau développement. Et typiquement, elle illustre aussi le fait qu'en plein Covid, effectivement, il a fallu prendre des précautions. Les salles d'escalade, typiquement, étaient fermées. Et alors, vous avez Arcos, effectivement, sur lequel on a été un peu vigilant. Vous avez un Dream Yacht Charter, plateforme numéro 1 mondiale de location de bateaux de plaisance, où là, effectivement, l'activité était un peu à l'arrêt. Créateur de Bagatelle, un réseau de restaurants qui est présent dans le monde entier aujourd'hui. Et là aussi, ça n'a pas été facile, cette période Covid. Donc, ce qui explique peut-être aussi le fait que on a créé, on a effectivement cette courbe en J a pu durer plus longtemps qu'on l'aurait souhaité. Bon, il n'empêche que vous avez aujourd'hui au moins 4 sociétés dans ce portefeuille qui sont, à mon sens, vraiment des stars et qui ont les moyens de devenir vraiment des acteurs très très importants à l'échelle de l'Europe et on l'espère par la suite du monde. Je pense à Acorus aussi typiquement. Acorus, vous connaissez peut-être pas la société, mais elle est passée d'une centaine de collaborateurs au moment de notre investissement à aujourd'hui près de 2000 personnes qui travaillent pour le groupe. Avec Philippe Banquet en fait à l'époque, donc Acorus travaille dans l'entretien et la réhabilitation de bâtiments. En plus à l'heure du DPE, il y a un vrai sujet effectivement sur la rénovation des bâtiments dans une perspective d'être plus efficace sur le plan énergétique. Philippe Banquet lui avait l'ambition en fait d'aller de développer en fait son réseau, ses expertises. Typiquement, il avait pas l'expertise plomberie et donc on l'a permis de racheter un plombier à l'époque. Et aujourd'hui, en fait, on a réalisé plus de 10 opérations comme celle-ci, ce qui lui permet aujourd'hui d'avoir l'ensemble des expertises de la rénovation dans sa maison, dans son groupe. Et il connaît un développement qui est assez fantastique. Vous avez
un grand nombre de camionnettes, notamment, qui se baladent dans Paris et qui font des rénovations dans toute la capitale. Et ils sont présents dans toute la France aujourd'hui. Et si vous avez un projet de rénovation, n'hésitez pas à les contacter, ils sont quand même très bons. Voilà, et Adopt Parfum. Moi, j'ai eu le plaisir de visiter l'usine Adopt de Bordeaux, enfin Cestas exactement. Et voilà, et je pense je voulais vous partager qu'il y a énormément d'attention qui est sur la qualité du parfum et des produits de manière générale qui sont réalisés par Adopt. Effectivement, aujourd'hui, s'ils sont distribués dans 40 pays, ça reste très marginal. J'entends effectivement le chiffre d'affaires qui est réalisé à l'international. Donc, on a vraiment cette ambition à terme de pouvoir proposer un parfum made in France aux États-Unis qui soit accessible, un parfum de grande qualité. Et je pense que la France est quand même très reconnue dans cette industrie qu'est le parfum. Donc, on a une carte à jouer. On va essayer d'aller très loin avec cette société. Peut-être une dernière chose avant de conclure, c'est que on parle de fonds Evergreen. Donc, je vous l'ai dit, c'est un fonds qui a 99 ans de durée de vie. Si on était sur un fonds classique, si vous voulez, en fait, il aurait fallu peut-être d'ores et déjà revendre Adopt. Et ça aurait été dommage. En fait, qu'est-ce que j'essaie de vous dire, c'est que sur un fonds qui a 10 ans, pour vous permettre, vous, de retrouver vos fonds, on va être tenu, à un moment donné, effectivement, de couper l'arbre, en fait. Hein. On plante une graine et puis à un moment, il va falloir couper l'arbre dans la perspective où il va falloir que vous puissiez retrouver vos fonds et les plus-values potentielles. Là, avec ce type de fonds, on va pouvoir vraiment accompagner sur le long terme les entrepreneurs et ça prend du sens quand on a des Adopt, quand on a des Acorus, où il y a un potentiel de développement qui reste quand même très important et sur lequel on a envie de continuer à être investi. Typiquement, Adopt, c'est quand même, on investit depuis 2015 et on a l'ambition effectivement de continuer l'aventure avec eux. Chose qu'on n'aurait pas pu faire sur un fonds de private equity classique. Donc voilà un peu l'idée. Je vais passer là-dessus. Sachez que toute l'information est disponible sur notre site internet. Même si je pense qu'elle est également disponible. Elle est aussi disponible sur notre site internet, épargne.boursedirect.fr. Mais ici, donc, ce qui est différent des FIP FCPI où vous pouvez les souscrire en ligne sur notre site internet, là, ici, il faut ouvrir un contrat d'assurance vie, Bourse Direct Vie ou Bourse Direct Horizon et faire un arbitrage, ou un versement exceptionnel ou un arbitrage sur l'unité de compte NextEdge Croissance. Pourquoi on choisit, chez Bourse Direct, pourquoi on va sur ce genre de produit? Vous allez naturellement sur Bourse Direct, dans les contrats d'assurance vie et sur les comptes titres aussi, vous allez naturellement encore plus chez Bourse Direct sur les actions, les titres vifs, vous savez presque mieux faire que moi ces opérations-là. Mais après, il faut allouer son portefeuille intelligemment sur la durée par rapport à ce que vous avez fait, ce qu'il faut faire pour demain. Et donc il y a les fonds fiscaux qui existent, mais les fonds fiscaux que vous gérez aussi depuis très très longtemps, mais les fonds fiscaux disparaissent, ont des contraintes de gestion qui attaquent un petit peu la performance. Et il faut aller aujourd'hui, les sociétés se diversifient de plus en plus sur la clientèle privée pour aller, et l'État aussi insiste sur ce genre d'investissement. Et donc il faut vous présenter ces produits-là qui ont un TRI qui est sur la durée supérieure aux actions, on peut le dire sur une longue durée de portage, toujours la durée de temps. Et ce que j'aime bien sur les fonds aussi Evergreen par rapport à des fonds millésimés où chaque année il y a un nouveau fonds, c'est que là vous gérez la liquidité, vous gérez vos investissements, vous n'êtes pas obligé de vendre une PME au bout de 8 ans parce qu'il faut liquider le fonds. Vous pouvez la porter, et on le voit en bourse, une personne qui a du L'Oréal, du LVMH depuis 50 ans, ou un liquide, il fait très bien. Donc pourquoi de temps en temps vendre une PME? Donc il y a un côté durée de portage qui me semble bien. Et puis derrière, vous êtes libre, c'est pas sur des fonds bloqués. Vous avez une
pénalité pour en sortir 5 ans, et ça me semble compréhensible, c'est que on peut pas rentrer sur du private equity tous les 15 jours, comme tu as dit au départ, mais donc la pénalité de moins 5%, et elle n'est pas énorme en plus, la pénalité, mais pour ça, vous avez une poche de trésorerie dans votre fonds. Elle aurait largement été financée, en fait, si vous aviez fait l'investissement l'année dernière. Voilà. Et donc, ce que j'aime bien, donc vous n'êtes pas pénalisé si vous voulez en sortir, et s'ils ne délivrent pas de la performance, ou qu'ils sont en dessous de leur performance, ou que on s'est déjà vu dans des webinaires, on se reverra, parce que NextEdge est un acteur important, incontournable là-dessus. Et donc, dans 1 an, dans 2 ans, dans 5 ans, le discours vous plaît plus de NextEdge, on vend NextEdge, on achète autre chose, on diversifie, et puis même si vous commencez par une ligne NextEdge aujourd'hui, vous pouvez mettre une autre ligne demain pour aller sur d'autres PME aussi. C'est ça. C'est le seul moyen d'investir dans les PME que je vous présente ici, à savoir NextEdge Croissance aujourd'hui. Il n'y a pas d'autre en fait moyen si vous souhaitez effectivement accompagner, je sais pas, un Adopt Parfum, typiquement vous aimez bien la marque, les produits, etc. Ou vous avez une autre société qui vous parle aujourd'hui sur ce portefeuille. Aujourd'hui, effectivement, NextEdge Croissance, c'est le seul moyen d'être investi sur ce type de société. Et voilà. Et alors, on a des questions, donc n'hésitez pas à poser vos questions aussi. Alors ici, c'est une unité de compte qui est uniquement en assurance vie. Et PER. Et PER, oui, côté assurantiel. On n'est pas du tout sur un FIP FCPI qui offre un avantage fiscal. Là, vous n'offrez pas d'avantage fiscal. Non. C'est l'enveloppe fiscale de l'assurance vie du PER qui est un avantage fiscal, mais votre fonds n'offre pas d'avantage fiscal. Et c'est un fonds qui est structuré uniquement pour l'assurance vie, pas du tout pour les comptes titres EPA. Dans les offres qu'on vous propose sur le site épargne.bourse direct, vous avez des unités de compte ou des FCPR ou des FPCI ou différents produits disponibles qui sont effectivement, et il faut regarder s'ils sont éligibles au PEA, au PEA-PME, au compte titre et en assurance vie. Ici, c'est uniquement en assurance vie. Alors, sur les respects, j'en ai une autre question sur le respect des proportions d'investissement. Vous avez 1 million d'euros de patrimoine, il ne faut pas mettre 1 million d'euros dans ce produit-là. Donc, il faut bien déterminer vos objectifs de risque et vos objectifs de temps pour investir. Donc, il faut diversifier votre patrimoine. Aujourd'hui, sur mettre 10 à 15% de fonds un peu de PME non cotés comme ça, dans un patrimoine global, c'est quelque chose qui ne m'effraie pas plus que ça pour moi. Alors, oui. Fontaine Pajot, il y a une question qui effectivement. Alors, et il y a une autre question, je vais répondre aussi. Une entreprise rentre en bourse, elle sort du panel initial. Alors, vous avez 2 logos de société qui sont cotés ou ont pu l'être, effectivement. Nous, on rentre, si vous voulez, au niveau de holding, en fait, qui sont au-dessus, en fait, de ces structures cotées, qui n'ont pas que pour objet de détenir des actions, par ailleurs, hein, des boîtes qui peuvent être présentes ici, qui peuvent avoir d'autres participations, mais dont l'actif principal reste effectivement les actions pour Fontaine Pajot. Donc c'était la compagnie du catamaran, donc holding détenue par la famille Fontaine et par NextEdge, et Eurobio Scientifique également coté, où là c'est une holding qui s'appelle Eurobio Next. En fait, voilà, donc ça reste une approche. On peut avoir des actifs cotés, détenus effectivement par ces holdings, mais on a aussi des actifs potentiellement non cotés. Il reste que pour nos investisseurs, je pense que ce qui est le plus parlant, effectivement, c'est de vous présenter, vous dire qu'on a investi dans Fontaine Pajot. Voilà. C'est un peu la perspective, c'est un peu l'idée derrière ces slides, pardon. Et sur la sortie, effectivement, dans l'absolu, est-ce qu'elle sort du panel initial? On n'a pas de contrainte sur le fond. Et ça, c'est quand même important de le dire. On peut, dans l'absolu, effectivement, on pourrait continuer à l'accompagner si on estime qu'il y a un potentiel. Voilà. La rentrée en bourse fait partie aussi des scénarios de sortie possibles. Parce que, effectivement, le jour où on veut sortir
l'une des sociétés présentes au portefeuille, on peut la faire rentrer en bourse, on peut trouver un autre fonds d'investissement. Mais effectivement, ça peut faire partie des options de sortie. Ça peut aussi, si on estime qu'il y a du potentiel de performance, on reste investi. On n'est pas contraint en tout cas. Alors, on avait une question au départ qui est la hausse des taux, qui est le dernier facteur, maintenant. Quelle est l'incidence de la hausse des taux sur le private equity? Et après, on a une remarque d'un client qui présentait récemment le private equity comme l'un des trois placements à suivre. Alors, est-ce qu'on peut expliquer effectivement ce côté hausse de taux, liquidité, collecte de fonds Je vais d'abord répondre sur la partie hausse de taux. Alors en fait, vous avez plusieurs métiers dans le private equity et vous avez notamment peut-être le LBO où là effectivement on va utiliser du crédit ou une forme de levier effectivement qui lui est directement indexé sur les taux tels que vous pouvez les connaître. Dans cette perspective, effectivement, les acteurs du LBO aujourd'hui ont plus de mal à se faire financer. Bon, une fois qu'on a dit ça, nous, chez NextEdgeM, c'est un parti pris depuis un grand moment. On ne fait pas de LBO, on investit en fait l'argent qui nous est confié par les investisseurs en equity en direct. Par le passé, des fois, ça a pu impacter d'une certaine manière la performance parce que quand vous aviez effectivement des taux qui étaient très bas et que vous pouviez effectivement emprunter dans la perspective de prendre des grosses positions, d'investir beaucoup, ça a pu créer énormément de valeur chez ces acteurs du LBO. Mais voilà, dans un scénario de retournement tel qu'on connaît aujourd'hui, nous on a sur des actifs en fait qui sont très peu endettés, des boîtes qui sont très peu endettées et typiquement nos positions elles ne sont pas en fait exposées à une forme de taux variable qui viendrait d'une certaine manière nous mettre dans la panade. Après voilà, c'est pas vrai pour tous les acteurs. Vous avez encore une fois notamment des acteurs effectivement qui vont avoir plus de mal à revendre leur position parce qu'effectivement il va falloir les montants peuvent être très très importants et puis il faut faire des montages financiers qui impliquent du crédit, du levier et là ça peut être plus compliqué. Je pense pas qu'on soit sur une crise de valorisation. On est plus aujourd'hui ce qu'on vit, c'est plus une crise sur la liquidité, c'est-à-dire de trouver des liquidités. Donc on le voit sur le fonds en euros, on le voit en immobilier aujourd'hui. On le voit un petit peu sur le private equity avec des institutionnels qui ont ou qui avaient on appelle ça ils ne pouvaient pas avoir plus de 10% de private equity dans leur fonds. Et avec la baisse des valeurs, du coup, ils sont retrouvés sur l'immobilier, ils sont retrouvés à avoir 10 ou 15%. Et donc, ils sont obligés, presque légalement, de revendre un peu, non pas parce qu'ils veulent, parce qu'ils ne sont pas contents des performances, ou parce que, mais c'est légal, ils sont obligés de vendre, et ce qui a généré effectivement des transactions de secondaires, de marché secondaire, et on a vu des choses intéressantes venir là-dessus. Est-ce que vous avez profité, vous, un peu de ce secondaire qui arrive comme ça sur les PME, non? Non, on n'a pas de marché, on fait pas de secondaire, donc on n'a pas effectivement racheté à la CAF avec une forme de décote de participation ou de portefeuille. Non, par contre là sur ce sujet de liquidité aussi, il y a quand même une espèce de tendance de fond. Vous voyez, je lisais un article des Échos là qui est publié il y a quelques jours. On a certains assureurs qui vont se voir aussi contraints d'investir dans la gestion, leur gestion pilotée, une partie de leur gestion pilotée dans des fonds de private equity avec effectivement une partie, avec une allocation minimum en private equity dans la gestion pilotée, ça peut amener quand même des flux qui sont importants sur la classe d'actifs. Donc, bon. À la fin, est-ce que la hausse des taux, du coup, impacte le secteur? Voilà, je pense qu'il y a quelques acteurs qui pourront être impactés. Mais globalement, en tout cas, chez Nextel, ça me semble pas être le cas. Après, vous avez peut-être quelques sociétés en portefeuille, effectivement, qui avaient vocation à utiliser des leviers crédit dans la perspective d'accroître leur stock de manière plus significative ou quoi aux caisses. Mais encore une fois, c'est vraiment dans notre thèse d'investissement que de ne pas investir dans ces sociétés qui demandent, qui sont surendettées. Alors, les frais d'entrée là-dessus? Ils sont inexistants parce que c'est C'est de l'arbitrage voilà. Pour nous, donc il n'y a pas de. Et chez Bourse Direct, il n'y a pas de frais d'arbitrage sur les contrats
contrat dédié de chez Bourse Direct. Donc, pas de frais d'entrée. Et par contre, je répète, des frais d'entrée, des frais de sortie de 5% si vous sortez avant 5 ans. Voilà. Mais on n'investit pas dans une PME pour moins de 5 ans. Voilà. Donc, vraiment, la durée d'investissement sur ce genre de produit, c'est presque 8 ans minimum, voire plus, et de venir nous voir tous les ans pour voir si la performance a été bonne lors du prochain webinaire en 2025. Voilà. C'est vrai que oui, pour revenir sur cette histoire de liquidité, après nous on est sur un fonds qui n'a pas de contrainte en termes de liquidation de ses actifs aussi. Hein. Donc on va pouvoir timer aussi peut-être le meilleur moment pour revendre nos participations. Dans un scénario où effectivement vous avez des fonds de private equity qui ont vocation à être liquidés en pleine crise Covid. Au hasard, on en a vu, on en avait un ou deux dans le portefeuille qui étaient typiquement qui avaient pris des engagements de liquidation en pleine crise Covid, au moment où vous avez quand même vous avez les valorisations des PME qui chutent. C'est pas ça. Là, on est quand même extrêmement flexible sur ce portefeuille. Donc, je pense que c'est intéressant. Il y avait une question, comment vous faites pour déterminer le montant investi dans chaque société? Alors déjà, il y a un besoin d'investissement derrière qui nous est remonté par l'entrepreneur, qui nous est présenté. C'est pas nous dans l'absolu, l'entrepreneur, il arrive avec un projet de développement. Il peut être de développer une nouvelle salle d'escalade, d'ouvrir une nouvelle boutique, de développer une nouvelle usine de parfum, bref. Donc, en fonction effectivement du montant du projet et du cash qui peut être disponible au niveau du fonds, on regarde ce qui est possible de faire. Voilà. Je pense que voilà. Bah, écoutez, on a essayé d'avoir répondu à l'ensemble de vos questions, verbalement et pour certaines écrites. N'hésitez pas, les slides vous seront envoyés automatiquement à la fin de la présentation. Le pôle épargne est à votre disposition pour vous accompagner dans un arbitrage sur ce genre de produit. N'hésitez pas. Et si vous avez la moindre question, vous nous appelez au pôle épargne. Écoutez, on vous souhaite je te remercie, Jonathan. Merci beaucoup, Nicolas. Je vous souhaite à tous une bonne journée, une bonne fin de journée. Merci à vous, au revoir. À bientôt, au revoir.